Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers hypnotique de Mr. Designer, film culte de la fin de l'URSS. Été 1986. Étudiant au cours supérieur de scénariste et réalisateur de Moscou, Oleg Tebzov, 32 ans, choisit d'adapter pour son film de fin d'études, L'automobile grise, l'histoire d'un riche oisif sombrant dans la folie, voyant le vivant comme mécanique, jusqu'à confondre une jeune femme frivole avec une poupée. Le projet est modeste, 2 mois de préparation, 15 jours de tournage, un budget minime. Et pourtant, dès le départ, une ambition surgit. Le chef opérateur, Anatoly Lapchov, convaincu que ce récit devait éclater en couleur, refuse le noir et blanc prévu. Lapchov déclare « C'est un film en couleur, il ne peut pas être en noir et blanc. Tout est coloré. Saint-Pétersbourg, début du siècle, l'ère de l'âge d'argent, tout est couleur. La couleur joue un rôle central dans ce scénario. Petit problème, la pellicule couleur coûte beaucoup trop cher. La solution vient du studio Lenfilm, qui fournit gratuitement 10 000 mètres de pellicule allemande déclassée pour défaut technique. C'est sur ce matériau fragile que Tebzov tourne son film. Reste la musique. 2 jours avant la préparation, le compositeur prévu abandonne le projet. Coup de hasard décisif, un assistant souffle le nom de Sergei Kuriokin, figure phare de la scène underground de Leningrad, claviériste d'Aquarium. Kuriokin, d'abord réticent, finit par accepter après une rencontre dans un café. Dès le lendemain, il rassemble en studio les musiciens du groupe Kino. Et en 8 heures d'improvisation, une bande-son entière naît. Présenté devant ses professeurs, le film reçoit la mention « Excellent ». Tebzov, qui le considère comme un simple exercice de formation, ne souhaitera jamais le montrer par la suite, mais ce court-métrage lui ouvre une porte décisive. Le Goskino, le comité d'État pour la cinématographie, l'invite à transformer son travail d'école en long-métrage professionnel. Nous sommes en pleine perestroïka, nom donné aux réformes de Gorbatchev dans les années 80, visant à moderniser l'URSS par la reconstruction économique, la démocratisation politique et la transparence. L'URSS s'ouvre, vacille et se délite à la fois. C'est l'ère de la glasnost, de la liberté retrouvée, de l'explosion de la musique pop et d'une jeunesse effervescente. Mais c'est aussi un temps de désolation, de crise économique et culturelle. C'est dans ce contexte paradoxal que naît Mr. Designer. Le scénario est confié à Yuri Arabov, déjà collaborateur de Sogourov, La voix solitaire d'un homme, Indifférence douloureuse. En 1988, Tebzov entame le tournage en décor naturel à Leningrad, retrouve Kuriokin avec qui il repart de zéro pour réécrire toute la musique, et dirige 2 acteurs débutants appelés à marquer le cinéma soviétique. Victor Avilov, jusqu'alors homme de théâtre, incarne Platon, rôle qui deviendra l'un des plus emblématiques de sa carrière. Et Anna Demianenko, 16 ans, repérée dans un camp de pionniers, livre une interprétation troublante qui la propulse brièvement sous les projecteurs. Mr. Designer naît ainsi, d'un projet étudiant aux moyens dérisoires, transformé en une œuvre unique à la fin de l'URSS. Saint-Pétersbourg, 1908. Platon Andreevitch, artiste décorateur, au fait de sa gloire, se croit investi d'une mission démesurée, rivaliser avec Dieu lui-même. Obsédé par l'idée de créer une œuvre immortelle, il rêve de façonner une beauté éternelle, insensible au passage du temps. Lorsqu'un bijoutier lui commande un mannequin pour sa vitrine, il choisit pour modèle Anna, une adolescente pauvre, fragile et condamnée par la tuberculose. Dans ce corps en déclin, Platon voit l'image d'un idéal. Il sculpte alors une figure de cire à son image, y insufflant tout son génie, toute sa folie, peut-être même une part de sa vie. Peu après, Anna disparaît, et l'artiste reste hanté par cette création qui semble avoir absorbé l'âme de la jeune fille. 6 ans plus tard, Platon n'est plus que l'ombre de lui-même, ruiné, dépendant à la morphine. Il vit dans le souvenir de sa grandeur passée. C'est alors qu'il reçoit une commande providentielle, décorer le manoir d'un riche entrepreneur. Mais à peine arrivé, il découvre avec stupeur l'épouse de ce dernier, Maria. Son visage, sa grâce, son mystère, tout en elle rappelle Anna. Pourtant, Maria nie avec force et rejette les avances de l'artiste, le traitant de fou. Convaincu qu'il s'agit bien d'Anna, ou du moins d'une réincarnation de son chef-d'œuvre, Platon s'acharne à percer ce secret.
Les preuves se contredisent. Une tombe au nom d'Anna existe bel et bien, mais Maria semble parfois trahir une origine surnaturelle, fantôme, mannequin animé ou simple femme de chair. L'artiste ne sait plus distinguer l'illusion de la réalité. Son obsession grandit, prouvant qu'il a, un jour, réussi à créer ce que Dieu n'a jamais pu accomplir. Mais ce duel insensé avec le divin le mènera aux frontières de la folie et de la mort, laissant planer une question terrifiante. Qui de l'homme ou de son œuvre est réellement vivant ? Pour son premier long métrage, Oleg Tebzov signe une véritable fantasmagorie gothique, une œuvre mystique et profondément esthétique. Mr. Designer se déroule entre 1908 et 1914 et restitue admirablement l'atmosphère du décadentisme russe, ce que l'on nomme aussi l'âge d'argent, période située entre 1905 et le début de la Première Guerre mondiale. Marquée par une sensibilité esthétique exacerbée, cette époque imprègne la poésie, la musique et la peinture russe. Les artistes, alors, deviennent décorateurs. Ils refusent que l'art reste confiné dans les musées et cherchent à l'incarner dans le quotidien. L'esthétisation de la vie devient un idéal, et avec elle émerge une figure nouvelle, l'arrangeur, que l'on traduit aujourd'hui par designer. Tebzov choisit volontairement ce moment juste avant le basculement dans l'horreur, alors que décline l'Empire russe et que l'ombre de la guerre se profile. Saint-Pétersbourg y devient un personnage à part entière. Ses palais modernistes et ses salons dorés contrastent violemment avec les masures des pauvres, recréant la dichotomie sociale de l'époque. Platon, décorateur de génie, est une figure prométhéenne, élégant, longiligne, nerveux, presque aristocratique. Il traverse toutes les métamorphoses, maître vaniteux, créateur possédé, puis figure déchue et brisée. Son nom, évidemment inspiré du philosophe, rappelle sa quête des idées éternelles. Il se voit comme un rival de Dieu, un créateur capable de fixer la beauté éphémère dans une œuvre impérissable. Son ambition ? Corriger la mort et la décomposition, en façonnant une statue de cire à l'image de sa muse, la jeune Anna, à la fois beauté envoûtante et apparition infernale. Как тебя зовут? Белецкая Анна Григорьевна. Le récit, véritable conte funèbre, réécrit Pygmalion. Comme le sculpteur antique, Platon tombe amoureux d'une création vouée à l'illusion. Maria, mannequin animé, est à la fois muse, jouet et monstre. Beauté glaciale et fascinante, mais sans âme. Une création humaine qui menace de se retourner contre son créateur, à la manière de la créature de Frankenstein. Ici, la vie imite la mort, et la mort feint la vie. Un élément fondamental de Mr. Designer réside dans son rapport au temps. La première apparition de Maria n'est pas anodine. Assise dans une pièce saturée d'horloges et de pendules, elle remonte tranquillement une montre, tel un gardien secret du temps. Ce geste rituel annonce l'un des grands motifs du film, un temps instable, manipulé, presque vivant. Cette idée irrigue toute la narration. Le récit s'ouvre en 1908, puis bondit brutalement à 1914, laissant un gouffre de 6 années jamais expliqué. Une faille, un trou noir narratif, où semble s'être logée la folie de Platon. Le film ne cherche pas à combler ce vide, il l'utilise pour instaurer l'idée d'un temps fragmenté, troué, malléable. Le lien entre les deux époques se fait d'ailleurs à travers un disque, Quand l'amour meurt, chanson de 1904, signée Octave Crémieux, que Maria met en marche de ses ongles rouges et pointus. Le disque commence en 1908 et recommence de la même manière en 1914, comme si les 6 années intermédiaires n'avaient été qu'un battement superflu. Les flashbacks, traités en sépia et sans dialogue, ressemblent à des fragments de cinéma muet. Ils convoquent non seulement le souvenir, mais le passé du cinéma lui-même, comme si le passé de Platon se matérialisait sous une forme filmique, une mémoire d'image qui s'impose à lui. Avant chaque flashback, il se fige, le regard vide, il devient spectateur de sa propre vie passée. Tebzov utilise le montage pour faire dérailler le temps,
Le montage ne sert plus à organiser le récit, les séquences n'obéissent pas toujours à une logique précise. Le montage devient une logique interne, une mécanique subjective qui se dérègle sous nos yeux. Dans certains plans, le réalisateur glisse de légers fondus enchaînés, quasi imperceptibles, qui créent une temporalité flottante, hésitante, comme si un souvenir contaminait le présent. Plus marquant encore, Tebzov utilise le jump cut. Au lieu de sauter vers l'avant, il fait revenir l'action quelques secondes en arrière. Un geste se répète, un mouvement se rejoue. Cette micro-boucle crée un accroc, un retour brusque. L'impression est celle d'une horloge cassée, dont l'aiguille effectue un bond erratique, incapable d'avancer normalement. Le film s'ouvre dans un théâtre. Platon observe de loin une pièce qu'il a mise en scène. Sur le plateau, une troupe vêtue de blanc danse lorsqu'apparaît une silhouette rouge, massive, sans tête, tenant dans une main un masque et dans l'autre une faux. La symbolique est claire. L'homme en blanc terrifié, c'est Platon. La figure rouge, c'est Maria, sa création morbide. Le blanc pour Platon, le rouge pour Maria. Et ce n'est pas un hasard si elle naît littéralement de son sang. En inscrivant son récit dans un cadre théâtral, Tebzov souligne l'idée de représentation, de faux semblants. Et si toute l'histoire n'était qu'une mise en scène créée par Platon lui-même, son ultime œuvre avant la mort. La mort, d'ailleurs, poursuit Platon comme une ombre. À 2 reprises, à son retour à Saint-Pétersbourg, il échappe de peu à un accident mortel. D'abord une calèche, puis une voiture. Il finit par se faire tirer dessus par le mari de Maria, que l'on croyait mort quelques minutes plus tôt dans un cercueil. Mais même cette mort n'est pas définitive. Platon se relève et s'enfuit par la fenêtre. Et c'est sur un pont qu'une voiture lancée à toute allure fonce sur lui. Dans le texte original de Green, l'automobile grise, la phobie des nouvelles technologies dominait, la voiture incarnant l'angoisse face à la modernité. Chez Tebzov, elle devient un véhicule de transition, un passage temporel, un dernier voyage. Ce pont et cette automobile frappent Platon et frappent le spectateur d'une manière brutale. En un instant, nous passons de 1914 à 1988. Le créateur, qui s'était pris pour Dieu, est puni, percuté de plein fouet par le futur. La musique, les phares, l'esthétique. Soudain, tout respire des années 80. Ici, Tebzov convoque le passé de 1914 pour mieux interroger son présent de 1988. Заткнись, я живу не прошлым, а будущим. Mr. Designer déploie ainsi une atmosphère d'inquiétante étrangeté, autant par son récit que par sa puissance visuelle.
Le film oscille entre un surréalisme feutré et un grotesque diffus. Sans recours au sang ni aux rebondissements brutaux, il installe une tension dramatique croissante jusqu'à son dénouement. Le fantastique y demeure ambigu. Plutôt que de livrer des réponses claires, le film s'abandonne à une imagerie onirique, rythmée de ralentis et de longs passages quasi muets, où seules des images d'une beauté étrange soutiennent le récit. Tebzov possède un sens aigu de l'image. Anatoly Lapchov signe une image qui emprunte au cinéma muet et captive le spectateur de bout en bout. À cela s'ajoute la musique de Sergueï Kurokin, anachronique et fascinante. Composition classique, orgue inquiétant, guitare métal, synthé new wave, rock progressif, touche d'opéra. Ce mélange inattendu crée une ambiance à la fois onirique et obsédante, renforçant l'étrangeté du récit. Au final, Mr. Designer est un film moderne, intemporel et profondément poétique. Mr. Designer sort en salle le 2 décembre 1988 et surprend ses spectateurs. Présenté comme l'un des premiers films d'horreur soviétiques, il attire immédiatement l'attention du public, peu habitué à voir ce genre de cinéma officiel, à la croisée du fantastique, du thriller et du drame métaphysique. Il porte l'énergie brute d'un premier film tout en ouvrant une brèche dans le paysage cinématographique de la perestroïka. Après un second long métrage, Les Initiés, en 1989, il se retire définitivement du monde du cinéma et laisse derrière lui une œuvre rare et singulière. Press stop now. Do not rewind the tape. Please eject the tape at this time.